Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat spirituel d'abord et avant tout. Ensuite, ce combat est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nos ancêtres kémites nous ont laissé, qui est celui de la Maat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est pour nous une façon d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai fait passer la vidéo concernant le débat à l'Assemblée, plutôt au Conseil de sécurité des Nations Unies, concernant le Mali. Je vous ai déjà dit que tous les pays, à l'exception de la Russie, ont condamné le Mali, ont voulu dépêcher le Mali, ont déchiré le Mali. Ils ont savamment, diplomatiquement, c'est vraiment le terrorisme diplomatique. La Chine marche sur des œufs. Elle n'a pas une position, elle veut être le bon ami de l'Occident, elle veut être le bon ami du Mali et de l'Afrique. Parce qu'elle sait qu'elle a beaucoup d'intérêt là-bas. Mais s'il s'agit de détruire l'Afrique, je ne veux pas vraiment mettre en doute la volonté de la Chine de faire comme les autres. Le seul État qui est fidèle à ses engagements, qui est fidèle à sa philosophie, qui est fidèle à sa politique, à sa géostratégie, c'est la Russie. La Russie n'a pas varié d'un iota. Même l'Inde n'a pas soutenu le Mali clairement. Vous avez l'impression que au Conseil de sécurité, ils s'étaient tous entendus. Voici ce que nous allons faire. Je vais vous faire écouter la défense du Mali, afin que vous-même vous puissiez savoir ce que le Mali a dit. C'est un discours fantastique que je vais peut-être commenter par la suite. Président du Conseil, et je donne maintenant la parole au représentant du Mali. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le gouvernement du Mali prend note du rapport du secrétaire général et je remercie mon frère, M. Elgassim Ouane, chef de l'aménagement, pour sa présentation.
Je souhaite à présent répondre au nom du gouvernement du Mali au rapport du secrétaire général et à vos observations que j'ai écoutées avec beaucoup d'attention. Je commence par la nécessité du retour à l'ordre constitutionnel au Mali, évoquée par le secrétaire général dans son rapport et par plusieurs membres du Conseil de sécurité. Il ne vous a pas échappé que cette question figure parmi les priorités du gouvernement de transition, car les Maliens tiennent à la démocratie. Cependant, il ne faut surtout pas perdre de vue que la stabilité politique et institutionnelle devenue chronique au Mali prend son origine dans les élections mal organisées et dans la mauvaise gouvernance. C'est pourquoi le gouvernement de la transition tient à faire quelques réformes majeures visant notamment à assurer une stabilité durable des institutions et un avenir meilleur pour nos populations maliennes. Il y a lieu également de créer des conditions minimales de sécurisation pour permettre la tenue de ces élections. Le gouvernement du Mali reste engagé dans les dialogues avec la CEDEAO dans ce sens, y compris sur la durée de la transition. Par ailleurs, le gouvernement du Mali demande la levée immédiate des sanctions injustes, illégales, illégitimes et inhumaines prises par la CEDEAO et l'UEMOA. À cet égard, je rappelle que par ordonnance en date du 24 mars 2022, la Cour de justice de l'UEMOA a ordonné le sursis à l'exécution des décisions prononcées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Le gouvernement constate avec regret qu'en dépit de la double notification qui leur a été faite par le Mali et la Cour, malgré l'impact humain et social sur les populations, la Commission et la conférence des chefs d'État n'ont daigné exécuter cette ordonnance, pourtant d'exécution immédiate et insusceptible de recours. Il y a lieu de s'interroger s'il ne s'agit pas là d'une politique de 2 poids 2 mesures motivée par un acharnement visant à asphyxier le peuple malien. Cette posture est influencée par des agendas et des pressions externes à peine voilées pour punir un peuple pour son choix politique et obtenir un changement de régime. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, sur le plan sécuritaire, le gouvernement continue d'intensifier les efforts de recrutement pour la formation et l'équipement des forces de défense et de sécurité maliennes en vue de renforcer leurs capacités opérationnelles. Ces actions donnent des résultats très encourageants sur le terrain. Depuis décembre 2021, les forces de défense et de sécurité maliennes poursuivent leur vaste offensive à travers le pays, infligeant de lourdes pertes aux groupes extrémistes, y compris les chefs terroristes. Ces opérations ont permis de détruire plusieurs bases terroristes, plusieurs interpellations ont eu lieu et une quantité importante de matériel de guerre a été récupérée. Ils ont en fait renforcé le sentiment de sécurité des populations, entraînant ainsi le retour aujourd'hui dans leur localité d'origine de plus de 80 000 personnes déplacées internes. Nous sommes déterminés à poursuivre et à intensifier ces actions militaires, avec l'objectif ultime de protéger nos populations et leurs biens et de rétablir progressivement l'autorité de l'État, des services administratifs et sociaux de base sur l'ensemble du territoire national, ce qui contribuera à créer les conditions indispensables pour la tenue d'élections crédibles et inclusives. Je salue ici l'ensemble de nos partenaires qui accompagnent le Mali dans la réalisation de cet objectif. C'est aussi l'occasion pour moi de répondre à certains membres du Conseil qui accusent sans fondement le gouvernement du Mali de recourir à une société de sécurité privée comme je l'ai entendu la dernière fois. Je le redis ici et avec force. Le Mali n'a pris aucun engagement de cette nature. Le Mali entretient une relation de coopération d'État à État avec la Russie, et ce, depuis 1960. Et c'est à la faveur de cette coopération avec la Russie que le Mali continue de se procurer de sécurité. Et c'est ici à la faveur de cette coopération que des formateurs et des instructeurs russes se trouvent actuellement au Mali pour conseiller et former les militaires maliens à l'utilisation de ces matériels acquis par le Mali auprès de la Fédération de Russie. Cela dit, le Mali reste disposé à coopérer avec tous les partenaires traditionnels.
Nous sommes ouverts à chacun de nos partenaires, ayant la volonté de nous aider à rétablir la paix et la sécurité dans le respect de la souveraineté, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Mali. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, vous avez également évoqué la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Il me plaît ici de souligner combien le gouvernement reste engagé dans la mise en œuvre diligente et intelligente de cet accord. Cet engagement a été conforté par les Assises nationales de la refondation en décembre 2021, qui ont recommandé notamment l'élaboration d'une nouvelle constitution instituant entre autres le Sénat et l'accélération du processus de décentralisation et de déconcentration de l'État. C'est le lieu pour moi de saluer encore une fois le rôle actif de l'Algérie et l'accompagnement de l'équipe de médiation internationale. S'agissant de la participation des femmes au processus de paix, je suis heureux de vous informer que le gouvernement a communiqué la liste de 15 femmes supplémentaires devant intégrer le comité de suivi de l'accord et ses 4 sous-commissions. Malgré les propositions ambitieuses et concrètes du gouvernement, le processus de DDR, c'est-à-dire le processus de désarmement, démobilisation, réintégration et réinsertion de l'accord, connaît quelques difficultés. À cet égard, le gouvernement du Mali est dans l'attente de la liste des mouvements signataires pour permettre le démarrage du volet des combattants. Concernant les questions de développement prévues par l'accord, et contrairement à l'affirmation du secrétaire général, le gouvernement du Mali reste engagé dans la mise en œuvre des programmes de développement des régions du Nord. À titre d'illustration, je me réjouis du lancement des 16 projets retenus dans ce cadre le 21 octobre dernier, malgré la situation économique difficile de mon pays, suite au blocus économique et financier décidé par la CEDEAO et l'UEMOA. Je lance ici un appel à tous les partenaires du Mali à contribuer au financement de cette stratégie spécifique de développement des régions du nord du Mali. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le secrétaire général et plusieurs membres du Conseil de sécurité se sont préoccupés de la situation des droits de l'homme au Mali. Je tiens à souligner que le gouvernement reste très attaché au respect, à respecter et à faire respecter les droits de l'homme, aussi bien par les forces maliennes qu'internationales, conformément du reste à nos valeurs historiques inscrites dans la charte de Kouroukanfougoula de 1236 de l'empereur Soundiata Keïta. Et jusqu'en janvier 2012, le Mali était cité en exemple pour le respect des droits humains et des droits et des libertés fondamentales. La crise complexe que nous traversons depuis une dizaine d'années et la perte du contrôle de certaines parties du territoire national ont malheureusement créé les conditions de l'atteinte aux droits humains. Cependant, il n'y a aucune volonté délibérée des autorités nationales d'accorder des primes à l'impunité s'agissant des cas avérés de violation des droits de l'homme. Ainsi, la justice malienne est systématiquement saisie chaque fois que des cas de violation des droits de l'homme sont signalés. Une session de la Cour d'assises spécialement consacrée au dossier de terrorisme et de violations graves des droits humains s'est tenue à Bamako en octobre 2021. Auparavant, la Cour d'assises de Mopti avait condamné le 30 juin 2021 12 individus accusés dans le cadre des attaques de Koulongo-Peul dans les cercles de Bankas et qui avaient causé la mort de 37 personnes. C'est dire l'engagement du gouvernement du Mali, malgré tous les défis que nous avons, à ne ménager aucun effort pour lutter contre l'impunité. D'autres sessions d'assises auront lieu au cours de l'année 2022 pour donner des suites appropriées à plusieurs enquêtes et procédures en cours, conformément aux lois de la République du Mali. Il est vrai cependant que les conditions sécuritaires sur le terrain, l'absence de services compétents de l'État dans certaines localités et le déficit de moyens et d'expertise dans certains domaines ne favorisent pas l'aboutissement rapide des procédures ouvertes. C'est l'occasion pour moi de plaider pour un renforcement de la coopération internationale en faveur du Mali en vue de l'aider à relever les défis sur ce plan en termes de formation, d'équipement, d'expertise et de financement adéquat. Le gouvernement du Mali réitère son appel à ses partenaires pour l'aider à rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, condition essentielle à l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans mon pays. Concernant les opérations militaires en cours dans la zone de Moura qui se trouve à 17 km au nord-est
de Kouakourou dans le cercle de Djenné, dans la région de Mopti, il y a lieu de préciser qu'elles font suite à des renseignements bien précis qui ont permis de localiser la tenue d'une rencontre entre différents katibas, ce qui a permis la neutralisation de 203 combattants des groupes armés terroristes. Après les premières auditions effectuées par la gendarmerie nationale, les personnes interpellées ont été transférées au pôle judiciaire spécialisé chargé de l'instruction des affaires de terrorisme. Hier, 6 avril, reçu par le Premier ministre, le président de Tapital Koulapou, association représentative de la communauté Peul, a souligné que Moura était bien un sanctuaire terroriste avant d'affirmer sans embâche que les allégations portées contre les Famas sont fausses. Je voudrais à cet égard rappeler que le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire reste une priorité dans la conduite des opérations de nos forces armées et de sécurité. Il en est de même de l'ouverture d'une enquête chaque fois que des allégations sont portées contre nos forces. Concernant les cas spécifiques des événements de Moura et suite aux allégations d'exactions présumées commises sur des civils dans la période du 23 au 31 mars 2022 dans la dite zone, le procureur militaire a décidé de l'ouverture d'enquêtes par la gendarmerie nationale pour mener des investigations approfondies afin de faire la lumière sur ces allégations malgré les opérations militaires en cours. Un transport judiciaire sera effectué très prochainement sur le site de Moura par le procureur militaire exerçant ses prérogatives de police judiciaire. Il sera accompagné d'un médecin légiste, d'une équipe technique et scientifique et d'enquêteurs. L'opinion publique sera régulièrement informée de l'évolution de ces enquêtes, dont les résultats seront rendus également publics. En attendant la conclusion de cette enquête, nous appelons toutes les parties prenantes à la retenue, à éviter les qualificatifs de massacre, les allégations et autres accusations sans fondement proférées à l'encontre des forces de défense et de sécurité du Mali dans un dessein inavoué. Par ailleurs, le gouvernement du Mali reste préoccupé par la détérioration continue de la situation humanitaire au Mali. Cette situation humanitaire est davantage aggravée par la mauvaise saison de pluie enregistrée l'année dernière, l'impact négatif des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA sur les populations, ainsi que l'insécurité dans les régions du centre. Nécessaire à nos compatriotes en situation de vulnérabilité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, pour terminer, je dirais que la crise au Mali, qui a un impact majeur sur la stabilité de l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, reste complexe et difficile. Sa résolution durable est la responsabilité principale des Maliennes et des Maliens. Le gouvernement du Mali reste déterminé à jouer toute sa partition pour le retour de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national en faisant recours aux leviers politiques, sécuritaires, du développement socio-économique, de la justice et de la réconciliation. Cependant, la réalisation de ce chantier ambitieux requiert la compréhension et l'accompagnement des partenaires Mali. C'est pourquoi je voudrais demander ici la compréhension de nos partenaires et solliciter la levée immédiate des sanctions qui frappent un pays déjà fragilisé par plusieurs années de crise politique, sécuritaire, économique et sanitaire, au moment où nos femmes gagnent en confiance et remportent des victoires sur plusieurs fronts. Le peuple et le gouvernement du Mali réitèrent leur appréciation et leur remerciement pour l'énorme contribution des Nations Unies aux efforts de stabilisation en cours dans mon pays, à travers notamment la MINUSMA. Je rends hommage à la mémoire de toutes les victimes de cette crise, civiles comme militaires, étrangères comme maliennes, tombées sur le champ d'honneur au Mali, et je vous remercie de votre aimable attention. Bien-aimés frères et sœurs, avant de dire juste un petit mot sur la réponse du gouvernement malien, parce que c'est le représentant du Malien qui a pris la parole l'an dernier, hein, après tout ce qu'ils ont entendu, et puis bon, lui, il a essayé de répondre un peu à toutes ces interrogations. Je veux dire un mot sur l'Afrique, encore. Je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. L'attitude des pays africains. Nous sommes divisés. On a l'impression que ce qui se passe à côté
lorsqu'on est en train de frapper ton frère, toi ici, tu te dis, moi, je ne serai jamais touché. Et c'est le président Laurent Gbagbo qui l'avait bien expliqué à l'époque, en son temps, que, vous voyez, il l'avait senti déjà, il était lâché par tout le continent africain, tous les pays africains, y compris l'Afrique du Sud, y compris même le Mali à l'époque. Il disait que ce qui est en train de m'arriver là, quand on va finir avec moi, ils vont prendre un autre. Effectivement, c'est ce que nous voyons. Ils ont fini avec la Côte d'Ivoire en installant Alassane Ouattara qui leur donne tout ce qu'ils veulent et ils s'accaparent de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent au Mali. Même le Burkina Faso qui était leur pion, parce que c'est Blaise Compaoré qui a soutenu la France pour détruire la Côte d'Ivoire, pour chasser Gbagbo du pouvoir. C'est le Burkina Faso qui a formé les rebelles. Aujourd'hui, ils ont pris des terroristes, ils ont amené au Burkina Faso pour détruire le Burkina Faso. Et ils demandent au gouvernement de Damiba de leur donner l'occasion de continuer à détruire et à piller le Burkina Faso. Et Damiba tombe dans le piège. Vous voyez comment? C'est-à-dire qu'il voit bien l'exemple du Mali, mais Damiba tombe quand même encore dans le piège. Il laisse les Français rentrer au Burkina Faso. Il laisse l'armée française rentrer au Burkina Faso. Il ne voit pas la difficulté que le Mali a pour chasser ces gens-là. Il les laisse rentrer. C'est ce que Bazoum est en train de faire. Damiba a oublié que Compaoré aujourd'hui veut aller se faire soigner en France. Il refuse de lui donner le visa. Et pourtant, Compaoré a tout donné à la France, y compris le Burkina Faso. Donc, l'attitude des Africains, cette division-là, il faut que les gens puissent se ressaisir. Le Gabon, la Guinée et le Ghana, ce qui se passe, c'est que vous avez l'impression qu'ils se sont dit, ils disent aux Occidentaux, écoutez, dépêchez votre éléphant, le Mali, nous, on n'a rien vu. Nous, on circule, on passe. L'attitude du Ghana, le représentant du Ghana, ça peut se comprendre puisque lui suit l'attitude de son père, celui qui l'a nommé représentant spécial représentant du Ghana aux Nations Unies. Hein. Ça peut se comprendre parce que on sait que Nana Akufo, c'est la chose d'Emmanuel Macron. Donc, écoute, la chose du Ghanéen ne peut... C'est-à-dire que vous sentez qu'il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de liberté. Mais, Dieu merci, le Mali s'est bien défendu. Surtout, le Mali, et ça m'a plu, il a rappelé la décision de la Cour de justice de l'UOMOA, qui a demandé à ce qu'on puisse suspendre immédiatement les sanctions. Et que la CEDEAO n'a pas respecté. Que les États qui se disent démocratiques ne respectent pas parce qu'ils ne font pas pression à la CEDEAO pour que la CEDEAO puisse céder. Et ça, c'est le point fort. Il a rappelé, comme l'avait fait déjà la représentante de la Russie, que l'armée malienne est en train de reprendre du terrain et il y a des populations qui reviennent maintenant. Et ça, c'est un point important, capital. Il a rappelé que chaque fois qu'il y a des allégations de violation des droits de l'homme, le Mali ouvre une enquête. Donc, on n'a pas besoin, ça veut dire, bien entendu, il n'a pas dit, mais c'est ça ce que ça veut dire, on n'a pas besoin d'une enquête des Nations Unies parce que nous sommes un État souverain. Et il a surtout rappelé, à propos de cette souveraineté, nous sommes prêts à travailler avec tous les partenaires, mais dans le respect de notre souveraineté. Oh, ça c'était beau. Écoutez son discours encore, vous allez voir que c'était merveilleux. Même si ça rentrait dans les oreilles des sourds,
ça rentre à gauche et ça sort à droite. Parce que ce qui se passe aux Nations Unies, surtout à l'Assemblée Générale des Nations Unies, lorsque c'est le tour des Africains de parler, eh ben, ils se retournent tous la tête, ils vont pas prendre le café. Au Conseil de sécurité, c'est trop restreint pour avoir cette attitude, parce qu'on va dire que c'est tellement méprisant. Mais bon, on sait qu'on ne l'écoute pas. Parce que quand vous voyez l'attitude du représentant français ou du représentant américain, il parle avec mépris. C'est-à-dire que le corps parle. Hein, quand vous avez connu le langage corporel, vous voyez le mépris et la colère. On a envie même de l'étrangler. Quand ils ont fait leur intervention, vous sentez qu'ils sont fâchés contre le Mali. Ils veulent en finir avec le Mali. C'est ça ce que j'ai lu dans leur langage corporel et par les mots qu'ils sortaient, comment ils les sortaient. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Mais je veux vous garantir une chose. C'est que déjà ce qui est bien, c'est que la Russie a bloqué toute volonté d'intervention. Maintenant, est-ce que le Mali va pouvoir empêcher le renouvellement de la mission des Nations Unies? C'est ça maintenant la vraie question. Si le Mali peut arriver à ce niveau, ce serait une victoire pour nous. C'est pour ça que moi, entre-temps, j'insiste, je persiste et je signe. Le Mali doit sortir de la zone franc. La CEDEAO, c'est possible aussi, c'est faisable, mais la priorité des priorités, c'est sortir de la zone franc pour toucher réellement les intérêts de la France. On peut pas faire, le Mali ne peut pas faire comme fait Touadéra, où la France se désengage, il est avec les Russes, et puis il y a quand même une base militaire française qui est là. Il y a quand même les Nations Unies qui sont là, et il est toujours dans la zone franc. Ça, ce n'est pas résoudre le problème. Ça veut dire qu'après lui, là, on va repartir. Parce que les Français, ce qu'ils font, ils sont patients, ils attendent, puisque eux, ils ont des dossiers. Le projet d'occuper le Sahel, ce n'est pas un projet d'aujourd'hui, c'est un projet de 1958. C'est en 1958, avant les indépendances qu'ils avaient déjà prévues. Nous devons occuper le Sahel. On va prendre ça pour nous. Oh, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Nous assumons nos propos. Et nous répétons encore, Yaba colère veille. Yamalembe. Soyez bénis les gars, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.